Hello, moi je m'appelle Coralie, je suis enceinte de mon 4e mois qui est fini, donc je rentre dans le 5e et je me lance dans ma première vidéo YouTube visage montré sur la grande sphère d'internet. Je suis quelqu'un de lambda qui a un CDI, qui travaille 40 heures par semaine, donc on est dans ma cuisine avec un éclairage pourrave et il n'y a pas de micro ou quoi, je suis pas une influenceuse de quoi que ce soit. Mais j'avais envie de partager mon expérience sur le parcours PMA solo en France en tant que célibataire. Bah oui, si t'es solo, c'est forcément célibataire, tout va bien. C'est ma première vidéo, soyez sympa. Bon, elle sera peut-être vue par 4 personnes, mais voilà, je m'en fiche, c'est juste que je trouvais que il n'y avait pas beaucoup de témoignages là-dessus. On voit beaucoup dans les forums, moi je suis dans un forum de personnes qui font des parcours PMA, de témoignages de femmes célibataires ou de femmes en couple sur le parcours à l'étranger, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos, en tout cas quand je me suis lancée il y a 1 an et demi, sur comment ça se déroule concrètement en France. Et c'est vrai que je pense que, étant donné que c'est assez récent, il y a très peu de retours, en tout cas, ou peut-être que les gens n'osent pas en parler. Voilà, moi, si j'en avais quelque chose à faire de la vie des gens, bah, j'aurais pas fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé. Tout le monde connaît cette chanson. Forcément, on me la chante tout le temps. Je peux plus m'avoir. Non, j'aime bien en vrai. Du coup, je cuisine en même temps parce qu'il est midi passé, donc ne m'en veuillez pas. Je prends un peu de temps pour faire cette vidéo. Alors, comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce que c'est accessible à toutes? Et les délais. On va en parler des délais. Les délais. Le temps en France, c'est long. Alors moi je l'ai fait en France parce que justement j'avais cette notion de temps qui était assez simple pour moi, puisque mon horloge biologique était encore assez longue. Voilà, j'ai 29 ans aujourd'hui. Et du coup, ça ne me dérangeait pas plus que ça d'attendre. Voilà. Après, j'entends tout à fait, quand on a peut-être 39, 40 ans, si on vous dit qu'il y a 2 ans pour pouvoir commencer seulement, ça vous rallonge en fait votre délai. Et on sait que plus on vieillit, plus la fertilité baisse, donc j'entends totalement. Voilà. Mais si le délai n'est pas une contrainte pour vous, ce qui ne l'était pas pour moi, ça peut être une bonne option la France ou pas, selon ce que vous recherchez, selon vos convictions. Donc voilà, grosso modo, je vais vous faire un peu juste le résumé de comment arriver jusqu'à l'essai. Je ne vais pas vous parler de pourquoi j'ai fait un bébé toute seule, comment ça s'est passé les essais, au bout de combien de temps. Voilà, si ça vous intéresse, vous me laissez des petits commentaires pour me dire « Oh, ça serait chouette que tu me fasses une vidéo là-dessus, si j'ai le temps dans ma vie », parce que comme j'ai dit, je travaille. Mais déjà, juste donner de l'information, parce que moi, ça m'a cruellement manqué sur comment ça se passe en France structurellement. Voilà, c'est le sujet de cette petite vidéo. Donc si vous recherchez ça, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas une vidéo de recette. Du coup, comment ça s'est passé? Bon, je vais le faire vite pour pas que la vidéo dure longtemps, parce que j'aime bien parler en plus. J'ai tapé sur Google hôpital Paris PMA. J'habite pas Paris, mais j'habite à 1h30 à peu près. Et du coup, je suis en train de cuisiner, hein, donc vous inquiétez pas si je quitte un petit peu le champ de la caméra. Et du coup, j'ai regardé plusieurs hôpitaux à Paris qui proposaient du coup la PMA. Et il y en a un qui a attiré mon attention. Voilà, je l'ai choisi à l'instinct. Je vous le dis, j'ai pas été faire des milliers de comparatifs, mais si vous voulez le faire, vous faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut de sa life. Et du coup, j'ai choisi un hôpital que je citerai pas. J'ai rempli en fait sur le site, c'était un formulaire basique. J'ai pas téléphoné, j'en ai pas parlé à un gynéco avant. De toute façon, j'en ai pas. Voilà. Elle est enceinte de 5 mois, elle a pas de gynéco. Oui, enfin voilà, j'ai pas de gynéco. J'ai vécu en Angleterre à l'étranger, donc j'avais pas de gynéco quand je suis arrivée en France et j'avais jamais pris le temps de m'en occuper, donc j'en ai toujours pas. Je suis suivie par une sage-femme. Et donc du coup j'ai juste en fait rempli sur le site de l'hôpital tout simplement un formulaire avec nom, prénom, date de naissance, adresse, lieu de naissance, PMA solo. Je crois pas qu'il y avait beaucoup plus d'informations, hein. Si, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, et du coup j'ai fait envoyer le formulaire tout simplement et j'ai reçu une réponse par mail me disant votre dossier est bien en truc de traitement, en délai de traitement. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. Voilà, tout simplement.
J'ai été rappelée sur mon téléphone portable directement, je crois 1 semaine à 10 jours plus tard. Donc là, on est en juin 2022. J'ai pris des notes pour me rappeler. J'ai fait ça bien quand même. Juin 2022. Donc il m'appelle 1 semaine, 10 jours plus tard. Et là, il m'informe que je vais avoir un rendez-vous dans 6 mois. Donc en janvier 2023. Voilà. Donc déjà rien que entre le moment de remplir le formulaire et le moment du rendez-vous, 6 mois d'attente. Donc pendant 6 mois, moi si je peux donner un petit conseil, je me permets, profitez-en pour faire tous les examens. Et c'est là que c'est utile peut-être d'avoir un gynéco qui nous suit pour justement nous dire quoi faire, parce qu'avant d'être médecin, moi je ne savais pas ce qu'il fallait faire comme examen. Et en fait, je suis arrivée au mois de janvier à ce rendez-vous, on m'a dit « Vous avez tous vos résultats d'examen ?» Et en fait, l'hôpital m'a juste donné rendez-vous, mais il ne m'a pas dit dans 6 mois, il faut que vous veniez avec ça, 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 ça. » Ils m'ont juste donné le rendez-vous. Et quand je suis arrivée au rendez-vous, ils m'ont demandé tous les résultats d'examen. Mais ça faisait très longtemps que je voulais être maman. Et j'avais déjà regardé pour l'Espagne avant que ça passe en France. Donc en fait, j'avais eu des ordonnances, donc je savais exactement ce qu'il fallait faire. Donc je suis arrivée avec tous mes résultats d'examen et tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que j'aurais jamais eu cet avant-parcours en Espagne. J'aurais, ou vu que j'avais pas de gynéco, là j'aurais jamais su qu'il fallait que je vienne avec tout ça. Et du coup, je pense que ça m'aurait fait peut-être perdre plus de temps. Je pense que ça m'aurait peut-être décalé de 4-5 mois, un truc comme ça. Voilà, peut-être. C'est de la spéculation. Bon, en tout cas, pendant ces 6 mois, j'avais tous les résultats de mes examens médicaux. Donc, je suis arrivée avec au rendez-vous. Donc, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous avec une biologiste, en fait, qui vous explique ce que c'est que le don de gamètes, les donneurs, plein de choses comme ça, qui vous demande un petit peu vos motivations, mais pas tant que ça. Enfin voilà, elle vous demande vos motivations, mais elle ne vous questionne pas. Elle vous écoute sur votre discours, mais elle ne va pas vous poser des questions. Ça, elle sera autre chose. Donc juste, elle demande les motivations et elle explique vraiment tout ce qui est lié, je dirais, à la génétique. Voilà, les groupes sanguins, enfin voilà, c'est très, très médical, très lié à la génétique. Et en fait, suite à ça, elle vous explique vraiment comment ça va se dérouler. Donc moi, j'ai eu mon rendez-vous en janvier 2023 et elle m'explique que je vais avoir plusieurs rendez-vous au sein de l'hôpital avec différentes personnes et qu'une fois tous ces rendez-vous passés, ces personnes vont se réunir pour ce qu'on appelle une commission et vont donner leur feu vert pour partir en PMA. Donc ces personnes-là, on avait donc en janvier donc cette biologiste qui fait partie de la commission, psychologue, gynécologue et j'ai eu également assistante sociale. Mais ça, je vous en reparlerai un peu après. Enfin non, je vais en parler maintenant parce que c'était mon premier rendez-vous après. J'ai noté. Donc elle me donne tout de suite le prochain rendez-vous avec elle qui va me dire si oui ou non la commission a accepté mon dossier. Et ce prochain rendez-vous était à nouveau 6 mois plus tard, en juillet. Un peu, ça fait 6 mois, ouais c'est ça je crois, 6 mois. Ouais c'est ça, donc janvier j'ai eu rendez-vous avec elle, c'était le premier rendez-vous. Et elle me dit, on se revoit en juillet, une fois que vous aurez vu tout le monde, et là on débutera. Donc ça fait, vu que j'avais appelé en juin, ça fait pile 1 an. On débutera si le dossier est accepté, entre guillemets. Donc je la vois au mois de janvier. Finalement, je cuisine pas. Non, mais c'est parce qu'il faut que j'arrive à réfléchir en même temps. Je la vois au mois de janvier. Très sympathique. Franchement, ça s'est super bien passé. Elle m'a super bien accueillie. Enfin, elle m'a demandé aussi, par exemple, ma profession. Elle m'a posé des questions sur mes parents, mes frères et sœurs, mon entourage, s'ils étaient au courant, tout ce genre de choses. Et ensuite, elle m'a donné tous les rendez-vous avec justement tous ces différents professionnels qui vont se réunir à la commission. Donc ce que j'ai bien aimé personnellement, c'est que d'ici le mois de juillet, j'avais une chose à faire par mois. Parce que j'avoue que quand on attend et qu'on a le désir d'avoir un enfant, se dire pendant 3 mois tu vas être chez toi à attendre un rendez-vous, le temps me semble long et c'est vrai que j'ai... Oula.
Et du coup, oui, je disais, c'est fait, ça a coupé. C'est vrai que j'ai aimé avoir ces choses à faire tous les mois, le temps m'a semblé moins long. Donc du coup, le premier rendez-vous, c'était en février, donc un mois plus tard, avec la fameuse assistante sociale qui n'est pas obligatoire. Voilà, je vous le dis, c'est pas obligatoire. Moi, la biologiste m'avait fait comprendre que c'était obligatoire, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, et j'ai su après que c'était vraiment pas obligatoire. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui va rebuter certaines personnes à faire un parcours en France et qui vont préférer le faire en Espagne, parce que ce rendez-vous avec l'assistante sociale, pour moi, il a été plus intrusif dans ma vie, je trouve, que le rendez-vous avec la psychologue, que je craignais pourtant, parce que, enfin voilà, encore une fois, mais ça c'est propre à chacun. Il n'y a personne quand tu vas arrêter la pilule pour faire un enfant avec ton conjoint qui va venir frapper à ta porte. Toc toc. Alors, je suis psychologue, venez messieurs dames, on s'assoit dans le canapé. Alors, pourquoi vous avez envie d'avoir un enfant? Non, voilà. Donc, il y a beaucoup de femmes, et à juste titre, qui vont dire, moi, je trouve ça injuste de devoir me justifier sur le fait que j'ai envie d'avoir un enfant quand il y a des personnes qui ont accès à la parentalité sans du coup devoir se justifier. Et j'entends très bien ce discours. Voilà. Moi j'ai accepté de passer par ces étapes-là. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Donc l'assistante sociale n'était pas obligatoire. Et ça, j'ai trouvé ça très intrusif parce qu'en fait, elle m'a demandé où est-ce que je vivais, les conditions de ma maison. Voilà, donc là, enfin moi j'habite dans une maison actuellement. Mais en fait, là où j'ai trouvé ça, en fait, du coup, j'avais pas forcément à m'inquiéter parce que je savais que j'avais la chance d'avoir une chambre, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bon parent ou pas. Enfin, j'espère que vous serez d'accord avec moi, mais quand je voulais être maman et que j'avais commencé à appeler l'Espagne, j'habitais dans un appartement où j'avais une seule chambre, c'était la mienne, et où j'étais en redisposition pour me dire, bon, bah, je vais essayer de séparer le salon qui était un peu grand en deux parties avec un paravent et de me faire une chambre. Et l'autre moitié la garder en salon pour que ma chambre puisse être la chambre de l'enfant. Je gagnais moins bien ma vie qu'aujourd'hui et j'aurais été une aussi bonne maman. En fait, je suis pas meilleure maman aujourd'hui parce que j'ai deux chambres. Même si j'avais eu une chambre, j'aurais été une aussi bonne maman, et si j'avais eu un studio, ça aurait été pareil. Donc en fait, je trouve ça assez intrusif. Alors après, rassurez-vous, c'est pas du tout discriminatoire, hein. Ils ne vous posent pas cette question pour dire après en commission, ah bah elle est dans un studio, on lui accorde pas son dossier. Vraiment, c'est pas un critère. Mais malgré tout, c'est des questions qu'on vous pose et on vous demande voilà votre niveau de vie, combien vous gagnez, etc. Je vous assure, c'est vrai, voilà, je mens pas, je suis 100% transparente. Je dis pas que c'est ça dans toute la France. Encore une fois, c'est l'hôpital où j'ai été qui m'a posé ces questions avec l'assistante sociale de l'hôpital pour un rendez-vous qui, je le reprécise, n'était pas obligatoire. Voilà, ils veulent savoir mes revenus, moi je les donne, mais c'est pas les revenus qui font que je vais être une meilleure maman ou pas. Et je peux vous dire que c'est pas parce qu'on gagne plus d'argent qu'on est meilleur parent ou pas. Mais alors ça n'a rien à voir. Ma maman, elle en a 3, elle gagne un SMIC, et je peux vous dire que c'est la meilleure maman du monde. Bon, je suis pas objectif parce que c'est la mienne, mais voilà, enfin on n'a jamais été malheureux alors que ma mère gagnait le SMIC. Donc, enfin bref, c'est vraiment, et je connais des enfants qui ont grandi dans plein d'argent, on va dire entre guillemets, enfin avec des parents avec un train de vie très confortable, et qui sont pourtant mal élevés, enfin voilà, bref, je vois même pas ce que ça a à faire là-dedans. Mais je leur ai donné les informations. Donc j'ai vu ça avec l'assistante sociale au mois de février, donc ça a été le rendez-vous, moi elle m'a adorée, hein. Enfin, franchement ça s'est super bien passé, dans le sens où Enfin voilà, j'ai pas eu de soucis avec les gens que j'ai rencontrés, c'est plus moi comment je l'ai vécu. Je l'ai pas mal vécu, mais entre guillemets, je trouve ça. Je comprends que ça puisse rebuter certaines femmes et que ce soit très intrusif et que certaines puissent mal le vivre. Voilà, je pense que j'aurais eu ce rendez-vous peut-être 3 ans avant où j'étais justement dans mon appartement avec une seule chambre. J'aurais dit j'ai qu'une chambre, vous voyez, genre comme ça devant la dame, alors que là j'ai dit bah j'ai 2 chambres, qu'est-ce que tu me veux, voilà. Donc c'était pas génial.
Ensuite, le troisième rendez-vous, c'était avec la psychologue. Alors celui-là, je sais qu'on est nombreuses à l'appréhender. Il est aussi obligatoire en Espagne, en Belgique et en Europe, il me semble. Ce que ça, par contre, je trouve très bien. Malgré tout, juste, alors pas pour savoir si vous êtes équilibré dans votre tête par rapport à des gens qui sont en couple, hein. Moi je ne vois pas ça comme ça, je vois ça comme est-ce que vous avez réfléchi, en tout cas la mienne, je l'ai adorée, elle m'a beaucoup aidée sur le discours que moi j'avais prévu au niveau de mon enfant pour lui dire ses origines. Elle avait travaillé depuis plus de 25 ans avec des mamans en solo qui faisait des parcours en Espagne, en Belgique. Donc elle connaissait énormément d'enfants issus de PMA en solo. Et du coup, elle a pu m'apporter des milliers d'informations sur comment ils le vivent maintenant, ils ont 20 ans, du fait d'avoir eu un seul parent, du fait de ne pas connaître leur donneur ou pour d'autres de le connaître. Voilà, elle a été super. Moi, vraiment, je ne l'ai pas vraiment ressenti comme un rendez-vous d'évaluation psychique, mais plus dans un accompagnement de le regard de la société, mon lien avec mon enfant, comment il va être, trop fusionnel, etc., ce genre de choses, l'entourage, le soutien autour de moi, où est-ce que je pouvais trouver aussi d'autres formes de soutien, et puis voilà, enfin grosso modo c'était ça. Donc ça c'était en, qu'est-ce que j'ai mis, c'était en mars du coup, voilà, c'était début mars, donc ça faisait 3 mois. Fin mars j'ai vu la gynéco. Donc ça c'était chouette parce que vous venez avec tous vos résultats d'examen et c'est là qu'elle détermine un petit peu si vous allez faire une insémination artificielle sans stimulation, ce qui a été mon cas, une insémination artificielle avec stimulation ou passer en fécondation in vitro. C'est aussi à ce moment-là qu'elle fait toutes les démarches pour vous pour avoir une prise en charge de sécurité sociale. Donc moi j'ai rien eu à faire, elle a tout envoyé directement avec ma carte vitale là dans la petite machine. Et donc du coup ça donne droit à 6 inséminations prises en charge et 4 fécondations in vitro. Voilà. Donc ça c'était chouette aussi. Elle réexplique le protocole, comment ça va se passer, etc. C'est très... pas médical, mais c'est juste expliquer voilà, comment ça fonctionne. J'ai appris plein de choses de comment ça fonctionnait là-dedans. Et c'était plutôt chouette. Et ensuite j'ai eu à nouveau le rendez-vous avec la même psy en avril. En avril, j'ai revu la psy, donc voilà, c'est 2 rendez-vous. En tout cas, moi, là où j'ai été suivie, c'était 2 rendez-vous avec la même psy. Où là, elle me dit, bon, elle m'a vu, je vous jure, 10h à 10h02, j'étais sortie. Elle m'a dit, c'est juste la formalité. Elle m'a dit, il y a des personnes que je suis obligée de voir 3 fois parce que je ne suis pas sûre qu'ils ont vraiment pris conscience du choix ou que... Bon, enfin, voilà. Bon, après, c'est une psy, voilà. Mais bon, moi, enfin, au premier rendez-vous, elle m'avait dit que c'était bon, mais qu'on avait fait quand même le deuxième parce que c'était dans la procédure. Et voilà, j'ai vu tout le monde, on était au mois d'avril et après ils n'avaient plus qu'à tous se réunir dans un petit bureau pour se dire est-ce que Coralie va pouvoir avoir un bébé? Je suis folle, désolée. Et du coup bah ça a été oui, donc c'était super. Sauf que j'avais rendez-vous comme je vous ai dit qu'en juillet. Donc là le temps était un peu long mais j'ai quand même trouvé des petites choses à faire encore une fois mois par mois. Donc avril, la commission qui dit oui. Du coup, au mois de mai, je suis allée chez le notaire. C'est quelque chose que nous devons faire en France. Je ne sais pas si ça se fait d'ailleurs à l'étranger, pour signer un acte notarié qui stipule que j'autorise l'hôpital à faire une PMA. Mais on le fait aussi quand on est en couple hétéro avec des problèmes de fertilité, avec un don de sperme. Du coup, c'est juste pour dire qu'en gros, c'est votre enfant quoi qu'il arrive, que vous avez voulu l'avoir et que ce sera jamais, qu'il n'y aura jamais de lien de filiation entre l'enfant et le donneur. Voilà, que ce ne sera jamais le père, entre guillemets. Donc j'ai fait ça au mois de mai. Et après, au mois de juin, j'ai fait la dernière prise de sang. Si vous faites un parcours PMA, vous savez que vos bras deviennent des aimants à aiguille. Et voilà, du coup, juin, dernière prise de sang. Juillet, j'ai revu la biologiste qui m'a reconfirmé qu'on était bon et qu'on commençait les inséminations. Voilà, donc ça faisait pile 1 an. Donc j'avais appelé en juin, j'ai eu rendez-vous 6 mois après et ensuite j'ai eu 6 mois de rendez-vous avant l'acceptation de la commission et de pouvoir démarrer les inséminations.
sachant que c'est fermé en juillet-août. Donc j'ai commencé officiellement en septembre et je suis tombée enceinte le 4 novembre. Voilà pour le parcours, les modalités, comment ça s'est passé. Voilà, moi j'ai vu donc une fois la biologiste, 2 fois le psy, une fois l'assistante sociale, une fois la gynéco, commission acceptée, acte notarié, dernière prise de sang, revoir la biologiste. Et en fait, si ça aurait été ouvert, j'aurais pu commencer l'insémination juste 15 jours après. Mais juste pendant les vacances d'été, juillet-août, en tout cas moi, c'est fermé. Donc du coup, j'ai commencé au mois de septembre. Et donc ça a fonctionné au bout de la 3e insémination artificielle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de trucs. Moi, je vais continuer à cuisiner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, de lâcher un petit pouce si jamais vous avez aimé. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas sur, j'en sais rien moi, comment ça s'est passé les inséminations, quels étaient les rendez-vous médicaux justement pendant ces 6 mois dont je vous ai parlé que j'avais pu anticiper grâce à l'Espagne. Voilà, est-ce qu'on sait le donneur en France, est-ce qu'on le sait pas, qu'est-ce qui pourrait être d'autre intéressant, mes motivations, pourquoi pas, la réaction des gens, ma famille, mes amis, mes collègues, mon entourage. Ce premier petit trimestre de grossesse, donc on est même bien entamé dans le 2e là quand même. Et puis voilà, et je vous embrasse et puis bon courage à toutes celles qui se lancent. N'hésitez pas à me dire un petit peu si vous êtes lancé, vous êtes en cours, est-ce que vous avez déjà eu des enfants en PMA solo, voilà. Est-ce que ça se passe bien? Bref, je suis curieuse de savoir un peu le parcours de chacune d'entre vous. Je vous fais des bisous.